Ce film, je ne l'ai pas vu, j'ai vu un certain nombre, j'ai vu des fiches, j'ai vu aussi le synopsis, etc. Et bon, avant vos questions, bien sûr, juste quelques impressions. Je dirais à la fois, pour moi, ce qui m'a touché, c'est vraiment, il y a un très beau symbole, et en même temps un énorme défi. On se dit qu'il y a quelque chose de dérisoire quand même dans cette histoire, parce qu'on voit tout est par terre, hein, tout est à reconstruire, et il y a ces gens qui vivent en fait une sorte de parabole, de vivre ensemble, quoi. Mais c'est pas du tout évident, parce qu'ils disent comme ça, oui, oui, bon, on est tous frères, mais il faut savoir quand même qu'il y a un des jeunes qui le disait très bien, entre sunnites et chiites, c'est quand même pas toujours très, très franchement fraternel. Les yézidis qui ont vécu un génocide terrifiant, terrifiant. Bon, c'est vrai que Daesh est un peu apparaît là-dedans, mais il y a quand même eu aussi peut-être des complicités dans les populations et autres. Les chrétiens qui ont vécu aussi tout ça. Et eux vivent donc à travers des langues différentes. Moi, ce qui m'a le plus étonné au début, c'est qu'ils font des conférences de rédaction en anglais. Donc, parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de langues entre les Kurdes, les Assyriens, etc. Il y a des langues très différentes. En fait, ils se parlent arabe aussi entre eux. Mais là, on l'a peut-être fait en anglais. Alors, je disais, c'est à la fois un symbole, mais qui se projette sur la société à construire, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Et ce côté dérisoire, dans un pays où il faut savoir que la liberté d'expression, la liberté de la presse, étant que dans le classement, par exemple, de Reporters sans frontières de 2023, c'est 172e l'Irak sur 180. Qu'il n'y a pas de médias indépendants. Que les réseaux sociaux, il en existe bien sûr, mais qui sont un peu par terre. Et donc, je me dis quand même, la radio est quand même un puissant élément de ciment. Et on l'a vu, hein, beaucoup de gens en parlent comme ça. On dit qu'ils écoutent cette radio. Et ça m'a fait penser, j'ai pas pu m'empêcher de penser à une autre radio qui a eu un rôle très important, hélas, un contre-exemple, qui est celle de Radio Mille Collines, au moment 1994, à la guerre du Rwanda, qui, elle, a fait assassiner nommément des gens. C'est-à-dire que cette radio peut avoir un rôle important dans un sens positif comme négatif. Bien, merci pour ces premières impressions. Mais maintenant, on va peut-être vous donner un petit peu la parole à vous aussi, puisque c'est l'habitude dans les rencontres cinématographiques des droits de l'homme. Il n'y a pas que les intervenants qui parlent, c'est aussi la salle. Donc des remarques, des questions, des commentaires, des réactions. On va peut-être passer. Il y a le micro, moi. Il y a des micros. Je peux faire passer le micro après. Oh, ouais, on peut parler. Alors là, ça serait top. Allez, qui veut parler, attention. Il y a une dame. Allez. C'est Radio Libre. Allez. Merci. Bonsoir, merci pour cette présentation. Deux questions. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une autre expérience semblable en Irak? Est-ce que ça, autrement dit, est-ce que ça a des petits frères ou des petites sœurs? Et d'autre part, justement, on parlait de la liberté d'expression. J'ai été agréablement surprise, mais quand même peut-être un peu inquiète de voir que tous les gens qui ont été interviewés ont accepté non seulement d'être interviewés, mais de donner leur nom à la fin. Est-ce que c'est pas dangereux pour eux? J'imagine que les réalisateurs ont pris soin de vérifier ça, mais je suis un peu étonné au regard de la situation. Alors, quelques éléments de réponse. Alors, sur l'existence d'autres radios identiques, là, je vais avoir un petit peu de mal à vous répondre. Il y a eu en Irak, comme dans beaucoup de pays dans lesquels il y a eu des conflits importants, dans les phases de reconstruction qui suivent l'arrêt des hostilités, l'ONU intervient et dans les programmes pour essayer de contribuer à reconstruire du vivre ensemble et reconstruire le pays, sont financés et toujours financés une radio qui a précisément pour but d'essayer de recréer du lien. Donc ce sont des radios qui ne sont pas des radios tout à fait indépendantes puisqu'elles sont financées par l'ONU, mais avec donc une volonté affichée d'essayer de reconstruire du lien dans le pays. Donc ça, c'est quelque chose qui existe dans énormément de pays. Ensuite, ce type de projet, souvent soutenu par des fondations, des ONG occidentales, il faut bien dire, ce type de projet est aussi très présent, par exemple, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est. La fondation suisse Hirondelle, par exemple, finance de nombreuses radios en Afrique de l'Ouest. Complète, hein, vas-y.
effectivement. Non, je dis au Gabon notamment, oui. Oui, voilà, au Mali, au Niger, au Tchad, enfin, il y a énormément de pays, il y a ce type de projet. Alors ensuite, Est-ce que c'est pas dangereux, alors justement, on peut penser qu'effectivement l'ONU a reconstruit pas mal, a permis justement des gens de revivre, mais on a vu par exemple qu'au Mali, voilà, qu'au Burkina Faso, etc., tout est recommencé. Le risque, il peut exister quand même. Alors peut-être on va rester centré pour le moment, on ne va pas partir trop vite vers d'autres pays, Oui, parce qu'on a non, beaucoup de... Mais je veux dire, oui. l'exemple d'autres pays qui montrent que finalement tout n'est jamais complètement acquis, c'est ce que peut-être le sens de la question maintenant. Oui. Alors pour revenir sur la deuxième partie de votre question, donc sur les dangers, bon, précisément ce film a quand même été tourné donc principalement à Erbil, à Mossoul, donc dans le Kurdistan irakien. Donc cette zone qui a quand même une grande autonomie par rapport au reste de l'Irak, hein, depuis la deuxième guerre du Golfe, même depuis la fin de la première guerre du Golfe, à la fin des années 90, cette zone a été protégée d'abord par les Américains, les Occidentaux de façon plus générale, et il y a donc une assez grande autonomie au sein de la société, de l'État irakien pour cette zone-là. Et donc, effectivement, même si c'est une zone qui n'est pas une zone calme et tranquille du tout, puisqu'il y a beaucoup de conflits au sein alors pas de la population kurde, mais au sein des élites kurdes, hein, qui s'arrachent le pouvoir, enfin, qui se déchirent le pouvoir avec une violence inouïe au détriment de la population, et qui se sont enrichis de façon scandaleuse, avec une corruption terrible, en profitant de la manne énorme que les pays occidentaux ont déversée pour essayer de contribuer à reconstruire le Kurdistan. Donc le Kurdistan irakien n'est pas un havre de paix du tout, mais c'est quand même une zone de l'Irak dans laquelle, effectivement, il y a quand même eu des tentatives, et il y a toujours des tentatives de reconstruire, et il y a beaucoup d'investissements pour reconstruire. Donc c'est une partie de l'Irak qui est quand même plus apaisée, moins conflictuelle que le reste de l'Irak. Juste un mot peut-être, tu parlais du Kurdistan, il faut savoir quand même que c'est étalé sur 3 frontières en fait. Tu peux dire un mot juste pour situer le Kurdistan, c'est-à-dire il y a en Irak, en Syrie. Oui, donc les Kurdes, c'est donc cette population de cette région du monde qui est toujours privée d'État et risque de l'être encore pendant longtemps, puisqu'en fait on sait que cette population est partagée entre, pour partie, donc la Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran. Donc on a des Kurdes dans toutes ces régions qui en plus parlent au moins 2 langues différentes. Et comme c'est bien dit dans le film, l'Irak est vraiment un creuset de cultures, d'ethnies, de religions différentes et qui n'ont pas toujours bien vécu ensemble. On a quand même l'impression parfois dans ce film que certains des intervenants idéalisent un passé d'avant Daesh qui serait assez merveilleux, d'une cohabitation toujours très fraternelle. C'était pas si simple. Hein. C'était quand même loin d'être aussi simple. Hein. Du temps de Saddam Hussein par exemple, dans les années 80, le Kurdistan a été bombardé à l'arme chimique, il y a eu des milliers de morts. Les conflits entre les sunnites et les chiites, puisque l'Irak est un pays qui est majoritairement chiite, environ 2/3 de la population, pour 1/3 seulement de sunnites, mais qui a très longtemps été gouverné par une élite sunnite qui méprisait pas mal les chiites. Donc un pays qui est quand même extrêmement compliqué et dans lequel des conflits ont toujours existé. Il n'empêche qu'il y avait quand même au niveau de la population une vraie cohabitation, puisque même s'il y avait des zones plutôt peuplées par des Kurdes, plutôt par des sunnites, plutôt par des chiites, de fait, dans les grandes villes en particulier, toutes ces populations, donc ethnie et religion, cohabitaient, puisque les Kurdes, par exemple, il y en a des sunnites, il y en a des chiites, etc. Donc tout ça se mélangeait quand même, avec des difficultés. Donc c'était peut-être pas aussi rose que ce qu'on nous le dit dans le film, mais en tout cas ça fonctionnait quand même plutôt mieux que ce que ça fonctionne aujourd'hui, où après des années de dictature de Saddam Hussein, suivie d'une première guerre du Golfe, qui était une conséquence directe en 90 de l'invasion par Saddam Hussein
donc du dictateur irakien du Koweït. Donc là, il y a eu vraiment une coalition internationale pour le chasser du Koweït. Mais c'est surtout la deuxième guerre du Golfe qui a été absolument catastrophique pour l'Irak. Et après, avec les Américains, on en a un petit épisode là. Voilà, c'est ça. Et donc, la deuxième guerre du Golfe, donc, c'est après l'attentat du 11 septembre 2001, où après avoir pourchassé les talibans d'Afghanistan, avec des arguments dont on sait bien maintenant aujourd'hui qu'ils étaient complètement mensongers, les États-Unis, avec une coalition, ont cherché donc à détruire le régime de Saddam Hussein. Ils sont parfaitement parvenus. Et à une époque donc où, avec l'Afghanistan et avec l'Irak, les pays occidentaux étaient dans une illusion de pouvoir, alors en particulier tous les conservateurs, les républicains en particulier américains, on a vraiment été dans l'illusion qu'on allait pouvoir reconstruire facilement un État, pourquoi pas la démocratie aussi tant qu'on y est, en l'espace de quelques années, en imposant un modèle de reconstruction d'État selon des critères, selon des standards complètement occidentaux, ce qui n'a absolument pas marché. Le projet était peut-être déjà un peu utopique, et la façon dont, en particulier, les Américains s'y sont pris, était une très bonne garantie pour que ça ne marche pas. Voilà. On va prendre une question. Depuis la guerre de 14, ils ont séparé. Tout au fond. Ah ben, après, il y aura madame après, oui. Non, les Anglais ont toujours fait c'est les Anglais qui ont fait la même chose en Inde. Merci. Est-ce que Raqqa se situe bien en Irak? Raqqa. Ah non, c'était en Syrie. Ah, c'est en Syrie. La ville qui a été la capitale donc, de l'État islamique. Oui, donc ça c'était, elle est en Syrie. Parce que j'ai pour souvenir cette merveilleuse femme qui, je crois, avait une formation d'ingénieur. Pareil, Raqqa détruite à l'identique et qu'elle reconstruisait en collaboration avec... Qui était co-maire hein, de la ville de Raqqa une fois que Daesh en a été chassé. Et ce premier documentaire sur la mer de Raqqa a été également réalisé par Xavier Douzan. Voilà. Alors, au passage... Et que devient-elle? Elle est malheureusement décédée d'un cancer. Oh. Voilà. C'était une femme absolument remarquable qui œuvrait pour la reconstruction de la ville de Raqqa. Et là encore, la cohabitation fraternelle des communautés différentes de Raqqa, après les énormes difficultés de Daesh, elle est malheureusement décédée. Une jeune femme. Hein. Oui. Question ? Oui. Bonsoir, et déjà merci beaucoup pour cette soirée, l'occasion qu'elle nous donne d'échanger justement sur ce genre de questions. Oui, pardon. Sur ces questions. Une question qui concerne aussi bien l'aspect médiatico-journalistique que l'aspect droits humains. On voit du coup que Radio Al-Salam, une émission qu'elle a, c'est notamment d'essayer de prôner du mieux possible des valeurs justement de vie commune, justement de sortir justement du discours de certains médias qui peut y avoir en Irak qui vont prôner justement une certaine forme de communautarisme. Et on peut observer aussi que mondialement, il y a une sorte d'entre-soi qui peut apparaître aussi bien au niveau des médias qu'au niveau justement, notamment pour des questions idéologiques. Comment est-ce qu'on peut aussi bien en tant que média qu'en tant que représentant moral ou physique des droits humains, prôner, défendre, combattre justement ces discours idéologiques assez néfastes en termes de mauvaises valeurs et prôner justement, et éviter tout en évitant justement de tomber dans l'entre-soi. Alors, je pense qu'effectivement, il rame un peu à contre-courant aujourd'hui. C'est le grand paradoxe des réseaux sociaux aujourd'hui, si on peut dire, quelque part. C'est-à-dire que c'est un formidable... Les réseaux sociaux sont aujourd'hui une formidable ouverture sur le monde, et en même temps, c'est une fermeture sur l'entre-soi. C'est-à-dire que les gens se parlent entre eux et se construisent entre eux, se renforcent dans leur... Et une radio comme celle-là, alors c'est un projet éditorial qui est, bon, effectivement, moi je l'ai trouvé parfois un peu gentil dans la manière
de voir, mais je pense que c'est pas toujours évident de trouver des moyens dans les reportages, ils montrent quand même une réalité, il y a une forme de pudeur. Je pense aussi qu'il y a une thérapie qui se joue dans les expressions. On voit quand même que tous ces gens, les blessures restent à vif. Tout est par terre et on sent les blessures. Et une radio comme celle-là a une fonction thérapeutique qui me paraît importante. On n'est pas dans le pathos, dans l'image. Bon, peut-être que ils ont choisi dans le montage des aspects, voilà. Mais je suppose qu'il doit y avoir aussi des moments de tension, qu'il doit y avoir aussi des moments où les gens ne veulent pas répondre. Voilà. Il ne faut pas être trop lénifiant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très difficile, de plus en plus, d'avoir des pouvoirs indépendants, des médias indépendants, parce que le problème, il n'est pas uniquement, il est évidemment au niveau peut-être de la censure, etc., mais aussi des moyens économiques de pouvoir vivre et de pouvoir les faire vivre. Et c'est un vrai défi aujourd'hui pour les médias aujourd'hui. Alors, merci pour cette question aussi facile. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire tous, là, tout ce temps qu'on est? Alors, pour la radio, pour les médias, Jean-Claude vient de nous donner des éléments très concrets. On pourra peut-être aussi aller questionner les sujets qui sont, pas seulement la façon dont ils sont abordés, mais les sujets qui sont abordés. On a eu l'occasion d'en parler un petit peu tous les deux. Votre interpellation, elle est aussi à destination des organisations de défense des droits humains qui, dans ces périodes d'après-conflit, en fait, ont un petit peu comme d'habitude quand même le même genre de comportement et de stratégie, c'est-à-dire dans un premier temps, une fois les différentes violations des droits humains documentées, d'abord s'opposer à l'impunité. Et donc, bien sûr, dénoncer ce qui s'est passé et considérer que on ne va pas pouvoir aller de l'avant de façon tout à fait satisfaisante tous ensemble si c'est pas en faisant table rase du passé qu'on va y arriver, et c'est pas seulement en parlant du passé, même si c'est nécessaire, mais il y a certainement des responsabilités à établir, à dénoncer, et donc contribuer à, en particulier, juger des hauts responsables de certaines décisions, de certaines atrocités, de certains crimes de guerre, de génocide ou autres, qui ont pu être commis. En tout cas, là, crimes de guerre et crimes contre l'humanité, en Irak, il y en a eu en quantité. Donc, je crois d'ailleurs que l'ONU a parlé de génocide à propos de Yézidis notamment. C'est considéré comme un crime contre l'humanité, il me semble. Alors, crime contre l'humanité, oui. Génocide, je ne suis pas absolument certain. Mais peut-être pas validé comme ça, mais en tout cas, on parle vraiment de génocide. En tout cas, il est clair que les Yézidis ont vraiment été l'objet d'une violence inouïe en Syrie comme en Irak de la part de Daesh, très, très clairement. Alors, il est au fond et puis devant. Sur l'échelle de l'expression dont vous parliez, l'expression médiatique, enfin de l'expression libre, à quel niveau est située la France? Alors, la France est au 24e rang sur 180. Il faut savoir que donc c'est le classement je suis aussi un membre de Reporters sans frontières. Enfin bon, j'ai regardé un peu rapidement. Le premier, ce sont les pays, c'est la Norvège, les pays deuxième l'Iran, pardon, l'Irlande. Là, partie de l'autre côté, je vais aller m'en opposer là. Oui. Non, justement, donc on va dire en gros que elle est juste derrière l'Allemagne et juste devant la Grande-Bretagne, la France. Donc c'est l'année 2023. En gros, on peut dire qu'il y a un petit tiers des pays, une cinquantaine maximum, qui respectent à peu près la liberté de la presse. Et sur des critères qui ne sont pas uniquement, par exemple, de critères de censure, mais aussi de pression. Il peut y avoir aussi des gens qui sont assassinés. Il faut savoir quand même qu'il y a eu
cette année, en 2023, 50 journalistes qui sont morts dans le cadre de leur fonction. Donc 50 à peu près qui respectent, on va dire, la liberté de la presse. Il y a un autre gros tiers, peut-être beaucoup plus grand, bon, on peut dire qu'il y a des gros coups de canif dessus. Et puis, il y a une cinquantaine, un autre tiers qui ne respecte pas du tout. Et on voit surtout, donc il y a des pays effectivement du Golfe, mais ce sont beaucoup les pays asiatiques, les derniers étant la Corée du Nord, il y a aussi la Chine, il y a le Vietnam, ça fait partie des 3 pays de queue. Voilà. Et donc la Syrie se trouve avec l'Irak à peu près dans les mêmes positions, 172e, 175e à peu près. Et la France, alors pourquoi, quels sont les critères? La France, on estime qu'il y a eu, par exemple, à un moment, des violences policières contre les journalistes pendant des manifestations. Les conditions économiques se dégradent. Il faut savoir aussi que les conditions... Donc il y a un certain nombre de critères qui jouent, qui sont d'ordre psychologique, de pression et autres, et des conditions économiques qui peuvent jouer dans les critères du classement. Et comment